Aujourd'hui, puisque hier, nous avons traité plusieurs sujets et nous avons tenté de clarifier certaines situations. Alors, il nous faut à tout prix améliorer ce que nous appelons cette langue française, la belle langue française que nous devons protéger et respecter. Nous disions dans un texte que je lisais déjà, nous disions ceci: l'école vise à enseigner la langue française. Le but, c'est de comprendre la pensée des autres et exprimer correctement notre propre pensée. Bien, c'est dans ce sens-là que le cours de français, la grammaire expliquée, vous est apporté. Pourquoi? Tout simplement pour que nous comprenions cette relation des mots entre eux. Et lorsque les mots entre eux ont une véritable relation que nous pouvons reconnaître, à ce moment-là, nous pouvons écrire correctement. Mais disons que si vous voulez, je vais vous signaler une chose, un point que je n'aime vraiment pas. Oh, là, vous allez peut-être dire, qu'est-ce qu'il y a encore, Marcel, qu'il n'aime pas? Oh, il y a des choses que je n'aime pas, et je tiens à vous les dire. Je vois, par exemple, dans une école, une entrée à l'école au mois de septembre, il y a quelques années, pas tellement loin. Non, dans les années 88-89. Je vais faire un tour, rencontrer le directeur d'une école, et j'arrive dans l'école avec une grande pancarte où c'était écrit « On s'aventure ». On s'aventure. C'est-à-dire, vous savez ce que je veux dire, là. Vous savez ce qu'eux voulaient dire également. On s'aventure. Et les jeunes entraient par cette grande porte principale la première journée de classe au mois de septembre. Comment ont-ils écrit « On s'aventure » ? On, O-N, des guillemets, S-A-V-A-N-T, guillemets, U-R-E. On s'aventure. Mais dites-moi, est-ce que c'est une façon de frapper l'imagination de l'élève? Est-ce que c'est une façon de frapper la mémoire visuelle de l'élève également, qui peut-être, dans certains cas, dira ceci: « Ah, vois-tu, on peut écrire ça n'importe comment. Regarde, à l'école, c'était écrit comme ça. On écrit comme on prononce. On s'aventure. » On voulait dire que nous étions pour en faire des savants. Au lieu d'avoir une tête bien pleine, il vaut mieux avoir une tête bien faite. C'est Montaigne qui en parlait. On savant, et on marque le mot savant entre guillemets, avec U-R-E au bout. Un peu comme je lisais dans une annonce sur un autobus, on parlait de le pognon, puis les piastres. On écrivait piastres, P-I-A-S-S-E-S. Et on promène ça à travers toutes les rues de la grande métropole, Montréal. Les piastres, P-I-A-S-S-E-S. Pourquoi pas dire piastres? Ce sont des piastres. Alors, si on montre à notre population du Québec qu'on peut parler comme on veut, bien, allons-y. Allons-y, ne nous plaignons pas si le français va en se dégradant. Ne nous plaignons pas. Nous donnons à tous ceux qui veulent profiter de cette occasion une bonne prise pour dire « je ne suis pas pire que la compagnie une telle qui a agi comme ça. » Les annonces sur les autobus, c'est comme ça. Dans les entrées d'école, c'est comme ça. On écrit « on s'aventure » et on écrit ça un peu. Est-ce que ce ne serait pas possible de faire comprendre qu'à l'intérieur de « on s'aventure », c'est sûr qu'il y a le mot
les lettres S-A-V-A-N-T. Mais ce n'est pas S-A-V-A-N-T. Une aventure, c'est A-V-E-N-T-U-R-E. Donc, on s'aventure, on arrive avec ça, et après ça, aller demander à l'élève de faire son bel effort, de savoir lire, de savoir écrire. Et on va dire après, c'est en lisant que tu vas apprendre. Mais oui, bien en lisant des annonces comme ça, on n'apprend pas. Mon coup de marteau aujourd'hui, je pense que je vais le donner, non pas sur un clou, mais je vais le donner sur l'intention, pas la tête de ces gens-là, mais sur l'intention qu'ont ces gens de mêler les cartes, de brouiller l'esprit de ceux qui veulent s'améliorer. Alors, faisons attention à ça, faisons bien attention à ça, et essayons d'améliorer notre composition française. D'ailleurs, nous allons y venir dans un court instant. Améliorons-la par la lecture. Mais la lecture de tout ce que nous lisons, il faut être capable de reconnaître même les fautes. Mais des fautes comme celle-là, on s'aventure, des pièces, etc. Il y a d'autres façons de faire une bonne publicité, j'imagine, en respectant les francophones. Et faisons-nous respecter, nous, francophones. Si nous nous dégradons, ne nous plaignons pas que les autres ne viennent pas à nous pour apprendre notre langue. C'est à nous de faire le premier pas. C'est nous qui sommes les dépositaires de cette langue française. Alors, allons-y et profitons-en. Profitons-en, nous avons le gros bout du bâton, comme on dit d'habitude. Alors, profitons-en et rendons-nous service. Je signale également qu'il arrive souvent que des individus ont à passer des examens. Des examens dans ce sens que lorsqu'ils s'en vont pour chercher un emploi, on va avoir à l'occasion à passer un genre d'examen. Je voyais ici, dans un examen qui a été donné à une secrétaire qui se présentait pour obtenir un emploi, elle avait veuillez corriger l'erreur en raturant et en ajoutant ce qu'il faut. Et il y avait 10 phrases. Il y avait la phrase, la dernière, elle donnait ceci. « Aidez-la puisque vous le pouvez. Aidez-la. » Et c'était marqué « Aider, D-E-R, trait d'union, la, puisque vous le pouvez, V-E-R. » Naturellement, on comprend que c'est un impératif. Si c'est un impératif, aide, aidons, aidez, E-Z. Puisque vous le pouvez, V-E-Z. Et ainsi de suite, comme ça. La question dont j'ai discuté avec vous est demeurée sans réponse. La question dont j'ai discuté, et on a marqué accent aigu « E ». Alors, vous avez l'auxiliaire avoir, vous avez le participe passé. J'ai discuté quoi? Est-ce qu'on discute quelque chose ou on discute de quelque chose? On discute de quelque chose. Donc, le de quelque chose est un complément d'objet indirect. De quoi? Indirect. Complément d'objet indirect. Donc, le mot discuter avec un accent aigu « e » ne s'accorde pas, là. Alors, on enlève le « e ». Dans ces exemples-là, il faut être très vigilant. Il faut s'habituer à lire même lorsque nous voulons essayer de reconnaître s'il y a des erreurs ou quoi. Il faut y aller de façon syllabique. De façon syllabique, c'est-à-dire, une syllabe, c'est un son. Il y a 5 sons dans un mot, il y a 5 syllabes. Si je dis précipitation, il y a 5 syllabes, il y a 5 sons. Alors, si vous vous habituez, aussi le jeune a de la difficulté à écrire ces mots, qu'il les prononce correctement. On dit une difficulté, mais séparons les syllabes difficulté. Dif, donc il y a un F qui est dans la première syllabe. Fi pour la deuxième, donc il y a 2 F, et non pas D-I-F-I. Alors, difficulté. Alors, ça devient tout à fait facile. Alors, habituons-nous en procédant de cette façon-là. C'est un moyen où on s'habitue à utiliser notre français le mieux possible. Aujourd'hui, nous allons retourner au tableau, mais avant de passer à la composition,
je vais vous représenter ici au tableau ce que j'appellerai là l'analyse logique. Et la semaine dernière, nous avions fait une analyse logique et j'ai cru qu'à l'intérieur du tableau, où je me suis un peu trop limité, alors j'ai cru que nous avions la possibilité de sauver l'explication que j'avais donnée et je vais revenir maintenant avec ce que je vais appeler une phrase à 3 propositions. Et pour vous permettre de vous rappeler ce que nous avions vu, alors je vais présenter dans ce grand tableau une phrase où je retrouverai 3 verbes conjugués. Ont assisté, ont été favorisés et étaient. 3 verbes. Alors, quand vous voyez maintenant 3 propositions, pourquoi? Parce qu'il y a 3 verbes de conjuguer. 3 verbes conjugués, 3 propositions. Alors, allez chercher vos 3 verbes et allez chercher le sujet de ces verbes-là. Comme il est conjugué, allez chercher qui a fait l'action de quand vous avez une forme active. La forme active, c'est le sujet qui fait l'action. Alors, quand je regarde ici, je dis « ont assisté aux compétitions ». Quand je regarde, je vois « ont assisté » le verbe, je me pose la question « qui ont fait l'action d'assister » Vous allez peut-être me dire « ce sont les spectateurs ». Les spectateurs qui ont assisté. Vous vous souvenez, d'après les explications précédentes, que le « qui est placé devant le verbe, il est sujet du verbe, sujet de « ont assisté ». Les spectateurs qui ont assisté, j'ai le « qui » placé devant mon verbe, qui ont fait l'action d'assister, c'est « qui » mis pour les spectateurs. C'est vrai, ils ont assisté. Mais les spectateurs, ils ont fait quelque chose. Ont assisté à quoi? Aux compétitions. Ont été favorisés. Je pose encore ma question quand je veux retrouver, et je parle aux élèves qui sont aux études et qui s'en vont jusqu'en 5, secondaire 5. À ce moment-là, vous êtes là et vous vous dites, ou encore des élèves du collégial qui ont à faire une révision pour réparer une erreur ou un examen manqué. Ont été favorisés. Alors, qui est-ce qui ont été favorisés? Alors, ce ne sont pas les compétitions qui ont été favorisées. Ce sont qui? Qui est-ce qui ont été? Ils ont ou elles ont. Les spectateurs qui ont assisté aux compétitions ont été favorisés. Ah, je retrouve ici quoi? Je retrouve encore ici le sujet de « ont été favorisés ». Alors, ont été favorisés, le sujet de « ont été », les spectateurs. Qui ça? Ils ont été favorisés. Ils ont été favorisés, les spectateurs, 3e personne du pluriel, l'auxiliaire « être » et le participe passé favorisé s'accorde comment? Comme un adjectif. Posez-vous la question, qui est-ce qui ont été favorisés? Qui ça favorisé? Ce sont les spectateurs du masculin pluriel. Si ce sont des spectateurs masculin pluriel, favorisés, masculin pluriel, tout simplement, ont été favorisés. Parce que, vous voyez ici le parce que. Ça, le parce que, c'est quoi ça, le parce que? Je vais dire tout de suite que c'est la raison. La raison. Ou encore la cause. C'est la même chose. La raison, pourquoi? Ou la cause, et ça se trouve à être une sorte de subordonné. Et parce que le soleil était au rendez-vous, j'obtiens un autre verbe. Posons-nous la question, qui est-ce qui était au rendez-vous? Le soleil, donc c'est le sujet de « était ». Le sujet, le soleil, était au rendez-vous, le complément ici. Alors, vous avez
parce que je sépare ici, et c'est une subordonnée. Pour quelle raison que cette proposition veut dire cette idée. Cette idée, elle est subordonnée. Elle dépend de qui ou de quoi. Allez poser votre question. Les spectateurs qui ont assisté aux compétitions ont été favorisés parce que. Alors, pourquoi ont-ils été favorisés? Pourquoi ils ont été favorisés? Parce que le soleil était au rendez-vous. Alors, la subordonnée, qu'on va appeler ici, la proposition subordonnée, et c'est une locution conjonctive, parce que c'est une conjonction, le « que », il amène une subordonnée. Alors, comme il amène une subordonnée conjonctive, et c'est un complément, la raison, la cause, circonstancielle de cause. Et cette proposition, parce que le soleil était au rendez-vous, vient apporter une explication à la proposition. Les spectateurs, ensuite, ont été favorisés. Les spectateurs ont été favorisés. Pourquoi? Parce que, subordonné, complément circonstanciel de cause, du verbe ont été favorisés. Et c'est comme ça que nous retrouvons nos propositions. Si j'ai ici le « qui » avec le mot « spectateur » qui est un nom, donc le nom qui est ici, qu'est-ce qu'il est? Il est un antécédent. Un antécédent parce que le « qui » est un pronom relatif. S'il est un pronom relatif, regardez en avant, il y a un nom. C'est un antécédent. D'accord? C'est un nom commun qui va être le sujet. Ça, c'est la fonction. Le nom, c'est quoi? Le nom, ce sera la nature. La fonction, sujet. Sujet de « ont été favorisés ». Alors, quand je retrouve le « qui » est ici, pronom relatif, j'arrête automatiquement ici et j'arrête automatiquement à cette partie-là et je m'en vais chercher le verbe de les spectateurs. Ils quoi? Ils ont été favorisés. Mais quels spectateurs? Les spectateurs qui ont assisté aux compétitions. Comme il y a un pronom relatif ici, je vais avoir comme réponse une subordonnée. Pourquoi? J'ai un verbe conjugué. Alors, une subordonnée, et comme il y a un pronom relatif qui introduit ma subordonnée, ça va être une subordonnée relative. De quel mot? De spectateur. Et pour ceux qui sont plus avancés, subordonnée relative, déterminative. Pourquoi? Parce qu'elle détermine les spectateurs. On va dire quels spectateurs et les spectateurs qui ont assisté aux compétitions. Pas n'importe quels, là. Ce n'est pas les spectateurs de la semaine dernière. C'est ceux qui ont assisté aux compétitions. Les autres, non, ils n'ont pas d'affaire là. Alors, subordonnée relative déterminative, de quel mot? Du mot où j'ai posé ma question, quel spectateur? Alors, quels spectateurs, point d'interrogation, qui ont assisté aux compétitions, une subordonnée. Et vous voyez tout de suite que la subordonnée relative, elle entre toujours quand j'ai un pronom relatif. Nous arrêtons immédiatement devant le pronom relatif et nous avons une subordonnée relative et habituellement déterminative. Ah, voilà qui est plus clair encore que la semaine dernière. Et là, peut-être, certains vont dire « Ah, là, Marcel, là, maintenant, je comprends. » Alors, nous avons présenté ça en grand tableau. Et en présentant ça en grand tableau, c'est beaucoup plus facile. Alors, c'est pour cela que je voulais à tout prix vous donner une petite explication supplémentaire avant de passer à ce que nous appellerons maintenant la composition. La composition, ce sera le résultat de toutes ces acquisitions de connaissances que nous faisons présentement. Nous développons un bagage de connaissances, mais en développant ce bagage de connaissances, il faut quand même être capable de les mettre en pratique. Et c'est comme ça maintenant qu'on peut passer à ce que nous appellerons la composition française. Alors, je vais peut-être, dans la composition française,
parler de cette composition française, je vais vous dire, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai lu une composition d'une élève de ce que nous appelons secondaire 2. Mes amis, que c'était merveilleux. Une belle composition d'Hélène, secondaire 2, imaginez. Alors, la composition française, nous pouvons y arriver. À quelles conditions? Là, j'ai peut-être une petite précision à apporter. La composition française, ce n'est pas de composer 3 pages au commencement qui va nous permettre de bien composer. Non. 3 pages, c'est trop. Savez-vous qu'est-ce que je faisais, moi, quand j'enseignais? Je disais à mes élèves ceci. Vous avez une page. Bon, cette page-là, la page blanche, c'était une page blanche et non pas une page écrite. Je disais, pliez votre page en 2 comme ceci, et puis, à l'endroit où vous passez votre séparation comme ça, tirez un trait. Tirez un trait. Et là, je fais la suggestion à des professeurs. Et c'est une façon très simple et rapide d'améliorer la composition. On tire un trait. Je dis, il y a 13 lignes. Et je dis aux élèves, tout simplement, vous allez apprendre le sujet que je vais vous donner, et dans les 13 lignes que vous avez, vous allez m'écrire un tout petit paragraphe. Un paragraphe. Et j'appelais ça paragraphe parce que c'était une idée bien précise que je voulais qu'on traite. Et les élèves allaient avec leur crayon et s'en allaient après ça faire leur brouillon, c'est-à-dire leur jeter d'idées. Ils jetaient leurs idées sur le papier, ils corrigeaient tout ça, ils corrigeaient non pas seulement en enlevant les fautes, mais bien en transformant des mots, changeant les expressions, employant un verbe plus imagé. Alors, on faisait ça, et après ça, on reproduisait ça sur la feuille et on rédigeait avec 12-13 lignes. Si c'était plus long, je ne voulais pas qu'on tourne la page. Alors, on ne tournait pas la page, la feuille était pliée et elle était tout simplement comme ceci. C'était une petite feuille de cette grandeur-là. On n'avait pas, après avoir rempli ceci, on n'avait pas à tourner l'autre côté. Alors, les élèves, petit à petit, avaient un petit travail de composition, pas compliqué. À ce moment-là, l'élève a de l'intérêt à composer 13-14 lignes. Et vous allez dire, ça c'est en quelle année? Ben oui, en 6e année. Même en secondaire 1, quand on commence, on peut procéder ainsi. Et là, on donne le goût à l'élève de composer. Et comme il n'a pas à tourner la page, il est chanceux, il sait qu'il n'a que 13 lignes. Mais petit à petit, et ça, ce n'est pas long à corriger, parce que nous faisons simplement une lecture rapide. Alors, la fois suivante, l'individu va me dire, « Marcel, est-ce que je peux, j'ai trop d'idées, est-ce que je peux tourner la page? » Tu vas tourner la page si tu as 9 sur 10 ou 10 sur 10. Si tu as 9 sur 10, ton paragraphe est très bien fait, tourne la page et je te permets de continuer de l'autre côté. Tourne ta petite demi-page, tu as le droit de continuer de l'autre côté, à condition d'avoir ton 9 sur 10. Quand l'élève n'avait que 7 et qu'on voyait qu'il y avait des choses qu'il aurait pu corriger, bien, à ce moment-là, je disais, non, ne tourne pas, reste là, tant que tu n'auras pas ton 9 sur 10. Il faut que tu dépasses 8. Je donnais la chance à plusieurs, avec une note un petit peu plus élevée, pour leur permettre d'aller de l'autre côté. C'était comme une récompense. C'était devenu une récompense. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? L'individu n'en avait pas suffisamment de ces deux côtés-là. Et on me disait, Marcel, laisse-moi faire, je m'en vais le faire sur une grande page, Marcel. Oui, à condition que tu aies ton 9 sur 10. Et j'étais peut-être un peu conciliant du côté des notes pour habituer l'élève à améliorer sa composition. Et l'individu partait de cette petite feuille qui était séparée en 2. Il faisait des 2 côtés. Et là, bien, on va dire comme certains disaient, ça c'est pour du primaire, ça. Mais non, pas juste du primaire. Alors moi, je les faisais aller ensuite sur les grandes pages. Et après sa grande page, il me demandait d'aller un peu plus loin et d'aller de l'autre côté. C'est une façon de montrer aux jeunes comment composer et les inviter à améliorer leur composition française. Maintenant, quand on dit comment améliorer sa composition, il y a d'abord 3 parties dans une composition française. Nous allons retourner un instant au tableau, d'accord? Retournons au tableau.
puisque nous allons constater que la composition française doit se diviser en 3 parties. La première partie va s'appeler, l'introduction. La deuxième partie va s'appeler le développement. Et la troisième partie va s'appeler la conclusion. 3 parties dans notre composition. Supposons que nous avons 20 lignes à écrire. Nous avons 20 lignes à écrire. Comment allons-nous disposer nos 20 lignes? Alors, nous allons dire peut-être ici à peu près 3 lignes, 4 lignes. 3 à 4 lignes pour l'introduction. D'accord? La deuxième, ou plutôt la dernière, on va aller à peu près, elle aussi, à 3, pas plus. La conclusion va être assez courte. Il faut toujours qu'elle devienne assez courte. Alors, vous avez 4 et 3, 7. Il vous reste combien? 12 à 13 lignes ici pour votre développement. Alors, 12 à 13 lignes. Ici, 3 à 4 lignes. Ça dépend, ce n'est pas catégorique, cela. Et ici, environ 3 lignes. Et vous avez une composition de 20 lignes. 3-4 lignes pour l'introduction, 12-13 lignes pour votre développement et 3 lignes pour la conclusion. Si c'est 40 au lieu de... Si c'est 40 lignes que vous avez à écrire, à ce moment-là, multipliez ça. 3 fois 2, 6, 6 à 7 lignes. 3 fois 2, 6, 6 à 7 lignes. Ça fait 12, 13. Soustrayez ça, vous allez avoir à peu près 22, 24 lignes, 25 lignes. À peu près 25 lignes environ, où vous allez, dans une composition de 40 lignes, écrire à peu près 25 à 28 lignes, et vous allez avoir 6 lignes peut-être pour l'introduction et 5-6 lignes peut-être pour 6 lignes pour la conclusion. Alors, sur un 40 lignes, vous avez 6 lignes de conclusion. Des fois, ça sera 5 lignes même. Tout dépend comment l'auteur ou l'écrivain aura présenté son sujet. Alors, il nous faut nous habituer à être capable d'établir une introduction. On va dire c'est le début. Le développement, c'est le nœud du sujet qui est traité. Et la conclusion, c'est la fin de notre sujet. Alors, 3 parties, et ça, il faut toujours commencer de cette façon. On divise notre travail en 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Si nous procédons ainsi, après ça, là, nous serons en mesure de dire, ma composition, je vais être capable de l'apporter. Je vais apporter toutes ces notions-là supplémentaires immédiatement après notre petit mot. Le petit mot de français, quoi, que nous traitons. Vous savez, vous êtes habitués, vous? Oui, vous êtes habitués. Vous savez qu'on interrompt au milieu de l'émission. Nous interrompons simplement pour parler un petit peu d'un mot de français. Alors, si nous parlons d'un mot de français, nous allons parler aujourd'hui, avant de revenir à la composition, nous allons parler simplement de l'expression « tome-pouce ». Vous savez, l'expression, on dit « Ah, ça, c'est un tome-pouce ». Un tome-pouce. Mais je vais vous dire tout de suite que dans les contes anglais figure, dès le 16e siècle, un certain nain, un petit nain, un nain. Un nain, on n'est pas obligé de dire un petit nain, parce que s'il est petit nain, il va être vraiment petit. Vous ne trouvez pas? Dès qu'il est nain, il est petit. Alors, on a trouvé un certain nain du nom de Thomas Thumb. Thomas Thumb. Thumb. Traduit vers 1872 en Tom Pouce. Thumb, c'est le mot anglais. Thumb, c'est le pouce. Alors, Tom Pouce, mais c'est Thomas Thumb qui était nain. Et comme il était nain, le pouce étant plus petit que le doigt, on a dit c'est un Tom Pouce, mais pas la longueur d'un doigt, c'est la longueur d'un pouce. Alors, sa réputation était importante et son nom fort connu. Aussi, lorsque le fameux Barnum
hein, le fameux Barnum, décida d'exhiber dans le monde entier, d'aller se promener Barnum and Bailey. Hein, vous vous souvenez? Vous avez déjà peut-être assisté au cirque Barnum and Bailey. Alors, c'était vers les ruées de 1845-1850. Ça fait longtemps que ce cirque-là fonctionne. Le célèbre nain de 1,02 m. Ça, c'est pas haut, ça. 1,02 m. Un petit peu plus que 3 pieds, pour ceux qui, peut-être, ne savent pas exactement la longueur d'1 mètre. Alors, le célèbre nain de 1,02 m qu'il avait recruté, il voulut lui donner un nom parlant au grand public. Alors, Charles Sherwood Stratton devint le général Tom Pouce. Alors, le nain, c'est devenu le général Tom Pouce. Alors, c'était Thomas Thumb qui est devenu Tom Pouce. Alors, le nom de Tom Pouce, T-O-M, trait d'union pouce, là, un Tom Pouce, ça caractérise maintenant un être de toute petite taille. Et quand le terme fut repris vers 1930, lorsque fut créé un parapluie à manches courtes ou pliant, on appelait ça un Tom Pouce. Et un Tom Pouce, c'est habituellement l'individu qui est tout petit. Alors, d'où vient cette expression? Ça vient de loin, des années 1800. Dans les années 1800, où le général Tom Pouce, qui était le tout petit, le nain du cirque. Alors, on aime toujours revoir ces nains. Et ils sont toujours attachants, d'ailleurs. Vous remarquez, ils sont toujours bien attachants. Et c'est intéressant de voir souvent leur habileté. Hein? Alors, un petit mot sur Tom Pouce aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlerons peut-être des clémentines. Les clémentines, on parlera peut-être de ça la semaine prochaine. Alors, nous revenons à notre composition française. Et notre composition française, pour nous permettre de bien composer, il y a des volumes qui s'appellent, par exemple, « Comment composer mon devoir français ». Alors, c'était des volumes qui servaient autrefois et qui servent encore aujourd'hui, voyez-vous, « Comment composer mon devoir français ». Alors, ces textes-là, nous les retrouvons. Ça, c'est le livre de Fournier. Et je me souviens, vous allez dire, tu recules un peu loin, là, Marcel, mais quand j'étais aux études, nous apprenions des chapitres, des paragraphes entiers, lorsqu'on nous parlait, par exemple, de la clarté du style. Qu'est-ce que le style? Et on avait à étudier ces textes-là, même par cœur. Des textes que nous étudions par cœur. Et quand venait le temps de mettre en pratique les qualités du style, un style, la clarté du style, la précision du style, la concision. Être concis, ça veut dire être suffisamment... on limite notre phrase. Si on l'étend trop, on arrive un peu comme Bossuet, avec la période de Bossuet, où lui arrivait avec peut-être 8-10 lignes, 100 points. Le point du commencement, à 10 lignes plus loin, c'était la phrase de Bossuet, l'évêque de Meaux. Mais oui, mais c'était toute une sommité dans le domaine de la composition. C'était un écrivain de grande valeur. Alors, n'essayons pas de devenir des Bossuets. Non, 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 non. Faisons tout simplement nos phrases courtes. Et quand je vais au tableau, pour cela, je m'en vais simplement vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Les qualités que la composition doit posséder, c'est phrases courtes. Ça, c'est très, très, très important. Des mots, ensuite, les mots précis. Des mots précis. Un verbe ou les verbes imagés. Arrêtons, là, de continuellement utiliser ce que nous appelons le verbe voir. J'ai vu, j'ai toujours vu. Est-ce qu'il y a possibilité de voir, V-O-I-R, d'autres verbes que le verbe voir dans une composition? Si vous écoutez
les élèves qui vous composent un texte, vous allez retrouver toujours le verbe voir. Faites sortir des élèves, là, de leur idée, de leur esprit, les idées suivantes. Quel verbe je pourrais employer à la place du verbe voir? Certains vont lever la main et vont dire, Marcel, le verbe regarder, c'est vrai. C'est pas tout à fait la même chose que voir, mais il y a une petite nuance. Il y a quoi encore? Au lieu de voir, il y a peut-être le verbe observer. Ah, observer, c'est peut-être plus fort que regarder. Si je fais simplement regarder, je regarde devant moi, je n'observe peut-être pas. Le mot observer a plus de précision que le verbe simplement regarder. Il y a d'autres verbes également. Scruter. Oh là là, un verbe ici, scruter. Alors, scruter, c'est d'aller voir encore plus loin. Scruter un texte. Aller chercher les sentiments qui sont exprimés dans ce texte-là. Voyez-vous, je viens de parler de sentiments. Ajoutons ici les sentiments. Et ça, c'est toujours précieux, ça, d'ajouter des sentiments dans nos textes. D'ailleurs, dans les classes de secondaire ou de 6e année, nous devons exprimer des sentiments à l'intérieur de notre composition. Le programme du ministère nous demande de présenter certains sentiments. Un sentiment de joie, un sentiment de crainte, un sentiment d'espoir. Ce sont des sentiments. Et quand on touche aux sentiments, on dirait qu'on s'en va vers le cœur. Et c'est le cœur qui réagit, là. À ce moment-là, on est porté à être encore plus attentif à la composition, au texte que nous lisons. Alors, le verbe observer, le verbe scruter, le verbe regarder, le verbe, quel autre verbe encore? Alors, on peut retrouver ici une bonne série de verbes, comme également, si nous parlons, par exemple, un autre verbe que le verbe voir, on peut peut-être employer des synonymes. Et les synonymes, ils sont là. Et il y a ce qu'on appelle le dictionnaire des synonymes. Le dictionnaire, A-I-R-E, des synonymes. Alors, le dictionnaire des synonymes, il va vous présenter un mot, et il va vous donner peut-être 7, 8, 10 mots. Et quand vous avez composé votre texte au brouillon, c'est-à-dire à la mine, ou encore au stylo, mais écrivez votre texte de 2 lignes en 2 lignes, sautez celle-ci. Écrivez votre texte, sautez celle-ci, de 2 lignes en 2 lignes, sautez, et vous y allez comme ça. Quand vous aurez terminé votre composition, ou vous aurez partagé votre texte en 3 parties, l'introduction, le développement, la conclusion. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que je dirai? Je prendrai ma feuille et je dirai maintenant, bien là maintenant, je saute cette ligne-là, je continue, je saute celle-là, et j'y vais comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence. Si ce verbe-là ici, je pourrais changer le verbe voir par j'ai aperçu. Ah, au lieu de dire j'ai vu, je dis j'ai aperçu. Alors, j'enlève celui-ci et j'écris au-dessus aperçu. C'est CDU. Alors, j'ai aperçu, c'est CDU. Et je vais améliorer ma composition française en utilisant des espaces libres comme ça. Et c'est ça qu'on appelle améliorer, corriger sa composition. Non pas mettre un S quand il est nécessaire. C'est pas juste ça, corriger. Corriger veut dire améliore ta composition. Ajoute, au lieu d'enlever ça, au lieu d'employer ce verbe-là, là, j'ai vu, je dis j'ai aperçu. J'ai constaté. J'ai constaté, c'est encore plus que j'ai vu, ça. J'ai constaté, je suis allé encore plus loin que simplement j'ai vu. Alors, quand vous avez votre composition, et vous avez ici le nom, vous avez dit, par exemple, là, les spectateurs, mais vous allez dire les nombreux spectateurs. S'ils sont nombreux, ajoutez-le. Alors, vous ajoutez ce qu'on appelle un adjectif qui va donner une qualité peut-être à un nom. Au lieu de dire les spectateurs enthousiastes. Alors, enthousiaste, un adjectif qui vient donner une qualité à qui? Au nom. Alors, quand vous ajoutez ça crée tout de suite une sorte de
de composition beaucoup plus solide, beaucoup plus mieux bâti encore. Moi, ce que j'aimais, c'était lorsque je donnais des petits paragraphes et les compositions, à chaque fois que quelqu'un avait un adjectif avec son nom, je lui mettais un petit crochet ici sur le côté. Et après ça, je comptais le nombre de petits crochets qu'il y avait. Si j'avais retrouvé 7, 8 adjectifs comme ça, qui apportaient une information supplémentaire, parce qu'il donnait une qualité au nom. Alors, il y avait 6 points, 1, 2, 3, 4, 5, il y avait 5 points de plus dans sa composition. Alors, les individus, les jeunes, aimaient composer en ajoutant des idées comme ça. Et quand le verbe était superbe ici, il y avait 2 petits crochets. Il y avait un autre verbe imagé, un verbe qui fait image. À ce moment, encore 2 petits crochets. Et j'ajoutais, au total, il avait 70 peut-être, il avait son 5 points, plus 2 plus 2, 4, ce qui faisait plus 9, ce qui faisait total 79 %. Vous allez peut-être me dire, oui, mais ça, ce sont des critères qui ne sont pas nécessairement les critères du ministère de l'Éducation. Pardon. Ce ne sont pas les critères du ministère de l'Éducation. Et je le comprends que ce ne sont pas les critères du ministère de l'Éducation, mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire ceci, c'est que dans certains cas, est-ce qu'actuellement, avec l'ensemble des critères que le ministère de l'Éducation nous apporte, est-ce qu'on donne le goût aux élèves et aux professeurs de faire de la composition? Quand on prend une demi-heure à corriger une composition, nous passons, le professeur va passer possiblement toute sa fin de semaine du vendredi soir, tout le samedi et tout le dimanche à faire une composition, à corriger une composition pour 25-30 élèves. Quand on se retrouve au secondaire avancé, où il y a 115, 120 élèves, combien de compositions le professeur va-t-il donner avec tous les critères qu'il faut rencontrer? Pff, le professeur dit, arrête un peu, moi, je ne passerai pas mes fins de semaine à corriger. Ben non, je ne suis pas capable de corriger, j'ai 115 élèves différents. Alors, si je donne une composition à tous les 15 jours, 115 compositions, est-ce qu'il faut essayer d'appliquer les critères? Non. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? On dit, on va par-dessus bord, on met ça par-dessus bord. Alors, quand je regarde ici, par exemple, j'ai ici devant moi des critères, des qualités. On va dire, par exemple, ceci. On va dire, l'aventure suscite de l'intérêt. Donné 4, 3, 2, 1, 0. La vraisemblance des situations décrites. 4, 3, 2, 1, 0. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de logique dans le récit? 4, 3, 2, 1, 0. Est-ce qu'on a respecté la ponctuation? 4 points, 3 points, 2 points, 1 point, 0 point. La construction de la phrase était-elle correcte? 4, 3, 2, 1, 0. Le temps des verbes était-il bien approprié? Les pronoms de la troisième personne étaient-ils employés? Le nom et ses déterminants? 4, 3, 2, 1, 0, toujours. Est-ce qu'il y avait des adjectifs qualificatifs? Est-ce qu'il y avait des homophones? Les bons mots, le bon emploi du vocabulaire? 4, 3, 2, 1, 0. Et ensuite, l'orthographe d'usage. De 0 à 3 fautes, 8 points. De 4 fautes à 7 fautes, 6 points. De 7 fautes à 11 fautes, 4 points. 12 à 15, 2 points. Plus de 16 fautes, 0. Voyez-vous le pauvre... Qualité de la présentation, calligraphie et la propreté, encore des points à répartir. Quand on arrive avec ça, quel professeur a le courage d'aller corriger des compositions pour arriver avec des précisions de ce genre-là? Je comprends, je vous comprends, cher professeur. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'on ne doit pas quand même éliminer la composition. Et, comme je l'ai dit tantôt, faites donc faire des petites compositions d'une page à des élèves de secondaire. Faites-leur faire des compositions d'une page et donnez-leur une note. Habituez-les à imiter peut-être certains écrivains, certains auteurs. Et
c'est de cette façon-là que vous inviterez les élèves à la lecture. Et la lecture, je vous avais dit déjà que la lecture, c'était important. Comment voulez-vous que nous composions si nous n'avons pas de modèle de composition? Si nous n'avons pas de modèle, nous ne pouvons pas composer. Moi, j'ai appris à enseigner, à éduquer, grâce à un professeur, le frère Athanase, le frère Côté, des frères des écoles chrétiennes. Grâce à lui, j'étais en 7e année. J'ai appris et j'ai eu le goût de l'enseignement parce que lui m'avait donné son feu sacré. Comment pouvez-vous composer si vous ne lisez jamais? Vous vous souvenez, je vous avais parlé du fameux livre de Félix Leclerc, le livre d'Adagio. J'ai toujours aimé utiliser ce livre d'Adagio de Félix Leclerc. Et Adagio de Félix Leclerc, j'aimais à faire imiter, demander à mes élèves d'imiter un texte. Et je me rappelle du banc 181 que je vous ai signalé la semaine dernière, je crois. Regardez Félix Leclerc dans sa composition. Vous n'avez même pas besoin du dictionnaire. Même pas besoin du dictionnaire. Et vous allez peut-être dire, pourquoi tu parles de Félix Leclerc? Parce que j'ai trouvé qu'avant d'être un chanteur, Félix Leclerc était un écrivain. Et il est toujours resté écrivain. Regardez juste un petit bout. Monsieur le curé était monté à sa chambre sans dîner. Point. Passant près du vicaire qu'il avait croisé au bas de l'escalier, virgule, il avait dit, 2 points, je mangerai plus tard. Si quelqu'un vient, répondez pour moi. J'ai un travail à terminer. Il s'était enfermé en haut chez lui. Une inquiétude le tourmentait. Avez-vous remarqué les petites phrases? Elles n'ont même pas une ligne de longueur. Et quand on voit des individus qui composent en mettant des idées à 3, 4, 5 lignes et mettent un point à la fin. Lisons du Félix Leclerc. Vous allez apprendre à composer dans une très, très grande simplicité. Je vais un peu plus loin. Une voiture fila. Il se pencha et vit à gauche, au fond de la route, la nouvelle pancarte qu'on avait posée à une ancienne maison de pension, taverne. Le cœur lui fit mal. Point. Il pensait. Point. Est-ce que pour donner des sentiments, exprimer des sentiments, est-ce qu'on a besoin de composer de grandes... Non, rien de tout ça. Le curé songeait. Point. Le vent soufflait ses germes de mort sur la paroisse, vieille de 70 ans. Point. Voyez là, toutes des phrases simples et tout son texte. Merveilleux, c'est un bijou. Je vous invite, si vous ne pouvez pas vous le procurer dans une librairie, allez à la bibliothèque municipale de votre localité. Allez chercher le livre de Félix Leclerc, Adagio, et vous allez apprendre à composer. Et qu'est-ce que c'est qu'on fait dans ce temps-là? Nous imitons. Nous faisons de l'imitation. Et est-ce que faire de l'imitation, c'est quand même, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que l'enfant qui parle imite ses parents? Oui. Oh! Je m'en vais faire je vais lancer une petite flèche. Souvent, ce sont les parents qui imitent les enfants. L'enfant va demander « Veux un kiki? Tu veux-tu un petit kiki, mon petit bébé? Tu veux-tu un beau petit kiki? » Un petit beau kiki. Alors, on va aller chercher un biscuit. Pourquoi pas lui prononcer biscuit? Tu veux-tu un beau petit kiki? Mais non, un biscuit. L'enfant,
est rendu qu'il fait en sorte que les parents imitent la prononciation de l'enfant. On est rendu à ça. Non, corrigeons cette situation-là rapidement. Faisons en sorte que la prononciation, l'enfant imite le papa. L'enfant imite le papa quand il marche. On va dire souvent que le garçon marche souvent un peu comme son père. Il a une allure comme son père a quand il marche. On a tendance à imiter et insensiblement, involontairement. Le père s'assoit croche dans sa chaise. Vous allez voir l'enfant qui va s'asseoir également, la colonne vertébrale, tout en forme de S. Imitation. La composition française, on peut imiter également. Alors, on peut imiter. Les professeurs ou les élèves m'avaient demandé, moi, une composition. J'avais imité la composition de Félix Leclerc. Et regardez ce que j'avais dit. J'avais commencé comme ceci. C'est grand-papa qui nous a raconté cela. À la fois triste et ému, il nous décrivait le spectacle, non sans s'essuyer les yeux, en pensant aux souffrances que ce bon curé de village avait endurées de la part de ses paroissiens. C'est quasi abattu et découragé qu'un bonsoir, ce prêtre sexagénaire entretint une longue conversation téléphonique avec son évêque. Ces derniers mots manifestaient la bonne volonté et, résolument, il se mit à la conquête de ses ouailles. Et là, je vais exactement dans le même principe que Félix Leclerc exprimait ses idées et ses sentiments. La réaction, indéfinissable. En effet, tout était terminé. Le curé et son vicaire s'étaient relégués au presbytère, etc. Alors, je raconte à ma façon, mais en m'inspirant de la présentation que Félix Leclerc avait faite. Alors, c'est un peu ça, une composition. On peut imiter. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. C'est merveilleux à ce moment-là, quand on veut être capable de pouvoir présenter des compositions avec beaucoup de simplicité. Je vais vous en lire une d'un jeune de 6e année qui avait composé quand j'avais 2 ans. Et comme c'est pour rire peut-être un petit peu, on ne le nommera pas, et je l'avais trouvé bien bon. Et un jeune de 11 ans, quand j'avais 2 ans, et que mon frère aîné de 5 ans n'agissait pas bien, ma mère lui disait, « Ce n'est pas fin ce que tu fais là. » Alors, je disais, « Moi, je suis fin, hein, maman? » Un autre jour, que mon frère n'obéissait pas, ma mère lui dit, « Ce n'est pas gentil ce que tu fais là. » Moi, je disais, « Je suis gentil, hein, maman? Je suis gentil, moi, hein, maman? » Une fois, par hasard, mon frère m'achalait. Ma mère lui a dit, « Ce n'est pas fin d'achaler les autres comme tu fais. » Moi, j'ai répliqué, « Moi, je n'achale pas, hein, maman? » Un bon matin, mon frère jouait avec des briques Lego et sa construction s'est défaite. Il s'est fâché et a lancé les Legos. Ma mère, d'un ton sévère, 2 points, « Ça, c'est brillant. » Et moi, je lui ai dit, « Moi, je ne suis pas brillant, hein, maman? » Quelle gaffe! Point d'exclamation. Le garçon, le jeune, « Moi, je ne suis pas brillant, hein, maman? » Quelle gaffe! Et ça, c'est ce qu'il se rappelait quand il était jeune. Voyez tout de suite, on apprend par la composition quand on aime à faire composer des jeunes, on apprend à composer, on aime la composition et on aime apprendre le crayon. Une introduction, présentez votre sujet avec les personnages, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Présentez les situations. Faites la mise en situation. Après ça, apportez des points où les situations vont se révéler. Alors, à ce moment-là, vous aurez votre développement. Et là, il y aura ce que nous appelons, dans le terme des élèves, des péripéties. Alors, il y a la première péripétie qui s'est produite,
La deuxième péripétie, soudain, eh bien, vous y allez. Vous racontez, il y a quelque chose d'autre qui vient. Et après ça, enfin, et là, vous arrivez à une troisième péripétie. Et là, vous racontez un peu ce qui s'est produit dans une sorte de conclusion, mais pas complètement conclusion, puisque, à la toute fin, là, vous allez apporter la conclusion finale, et c'est ainsi que, etc., puis vous y allez. Mais ne vous gênez pas pour employer ce que nous appelons des inversions. Le soir, virgule, rendu à la maison, virgule, je me mettais à revoir les événements de la journée, point. Par contre, lorsque, etc., et j'y allais comme ça, graduellement. Alors, la composition française, la lecture. La lecture, c'est le moyen d'améliorer votre composition, d'aimer les textes de français et aimer ensuite à rédiger. Et si vous vous y habituez, bien, vous serez en mesure de pouvoir devenir de superbes, de magnifiques, d'excellentes secrétaires pour vos patrons. Et vos patrons seront fiers de vous, puisque les textes que vous composerez seront très à point. Vous avez souvent, je le présente ici, le français au bureau, ne vous gênez pas pour vous en le procurer. Il est facile d'atteindre les sommets lorsque son père a construit l'échelle. Oh! Rappelez-vous cela. Bonjour.